Cette vidéo est réalisée sans partenariat commercial, de façon bénévole, comme toutes les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise énergétique pendant la guerre en Ukraine. Cette crise a débuté en août 2021 et s'est terminée début 2023. Ah non, la guerre en Ukraine, ça a commencé en février 2022 et c'est toujours pas fini. Et c'est justement ce qui rend cette histoire passionnante. La Russie avait bien préparé son attaque en paralysant préventivement l'Europe pour limiter les résistances occidentales. De quoi ? Et pourquoi tu parles de crise énergétique ? Pour moi, tout augmente en ce moment, l'inflation elle est partout, pas que dans l'énergie. Tu as raison, je vais t'expliquer tout ça, mais d'abord, jingle. Mais t'as pas de jingle. Oui, tant pis, c'est parti. La crise énergétique 2022, c'est une crise du gaz naturel, qui entraîne avec elle une crise de l'électricité, du charbon, et dans une moindre mesure du pétrole. Cette crise, commençant en Europe, s'est propagée partout dans le monde, car l'Europe a acheté au prix fort le gaz habituellement vendu à d'autres pays. Avec ces prix du gaz et du charbon trop élevés, certains pays ont eu du mal à produire de l'électricité, au point que des millions d'Africains ont perdu l'accès à cette énergie. Et pendant ce temps-là, les producteurs d'énergie fossile ont gagné en 2022 2000 milliards de dollars de plus que les années précédentes. Si le consommateur européen a conservé son accès au gaz et à l'électricité, il a cependant vu sa facture d'énergie augmenter significativement, malgré les boucliers tarifaires. Mais c'est pas tout. Les produits que l'on consomme nécessitent de l'énergie pour être produits et transportés. Leurs prix ont donc augmenté, d'où l'inflation généralisée. Eh ben ça m'a pas l'air joyeux. Mais à la fin, tes courbes ont l'air d'aller mieux, donc ça ne peut être qu'une histoire qui finit bien. Avant de commencer, je dois te parler un petit peu du gaz naturel. Parce qu'autant le pétrole, tout le monde connaît, il nous fait régulièrement des crises. Autant le gaz naturel, c'est la première fois qu'il nous crée une crise énergétique d'une telle ampleur. Le gaz naturel, que l'on appelle également gaz fossile, méthane ou CH4, c'est une énergie fossile. C'est-à-dire que de la même façon que le pétrole ou le charbon, il provient de restes de plantes ou d'animaux enfouis sous terre il y a des millions d'années. Le gaz naturel, c'est également un puissant gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on le libère dans l'atmosphère, il va provoquer un réchauffement planétaire de la même manière que le dioxyde de carbone. Pourtant, le gaz naturel est présenté comme une énergie de transition, qui va remplacer le charbon le temps de construire un système énergétique bas carbone. En fait, il est nettement préférable de brûler du gaz naturel que du charbon, à la fois pour le climat et pour la santé. La raison, c'est que comparé à du charbon, pour une même quantité d'énergie produite, le gaz naturel émet 3 fois moins de dioxyde de carbone, responsable du réchauffement climatique, et nettement moins de particules fines, responsables de pathologies respiratoires. En principe, le gaz naturel a une autre qualité. C'est son prix et sa relative abondance. À une époque, quand on creusait pour trouver du pétrole, on tombait régulièrement sur du gaz naturel et on était déçus. Déçus car, contrairement au pétrole qui est liquide, le gaz, ça fait des fuites, c'est galère à stocker et c'est galère à transporter. Et c'est là le point important qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que du coup le gaz se transporte surtout par gazoduc et assez peu par navire méthanier, tandis que le pétrole se transporte surtout par navire pétrolier et peu par oléoduc. La raison, c'est que pour transporter le gaz naturel par navire méthanier, on ne peut pas juste le transporter sous forme gazeuse à pression standard. Le gaz n'est pas assez dense, il faudrait des navires immensément plus grands. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on refroidit le gaz à moins 162 degrés pour qu'il soit liquide, ce qui permet de diviser par 600 l'espace qu'il occupe. Mais ce refroidissement nécessite énormément d'énergie et des infrastructures très spécifiques. Ok, donc le pétrole se transporte par bateau et le gaz se transporte par tuyau. Mais pourquoi le mode de transport serait le point important de cette histoire ? Eh bien parce qu'un gazoduc c'est long et coûteux à construire, donc c'est très important que tous les pays par lesquels le tuyau passe arrivent à s'entendre. Il faut s'entendre au début, qui paye la construction du tuyau ? Le fournisseur ou le consommateur de gaz ? Puis à l'exploitation, il faut s'entendre sur le prix du gaz et sur le prix de l'usage du tuyau. Et les pays par lesquels le gazoduc transite veulent eux aussi imposer leurs taxes parce que leurs terres sont utilisées. Pour te donner un exemple, dans les années 2000, le gaz russe arrivait en Europe en grande partie en passant par l'Ukraine. L'Ukraine était à la fois client et pays de transit. Et la Russie a coupé plusieurs fois le gaz en accusant l'Ukraine de ne pas payer le prix que la Russie avait décidé. La Russie a aussi accusé l'Ukraine de voler une partie du gaz en transit à destination de l'Europe. Mais du coup, c'était vraiment la faute de l'Ukraine ?
L'Ukraine n'était pas d'accord avec les prix que la Russie fixait pour elle. En fait, la Russie est frustrée de son échec à conserver l'Ukraine dans son influence, contrairement à ce qu'elle a réussi avec la Biélorussie. La Russie utilise le prix du gaz comme un instrument géopolitique. Elle a fixé un prix inacceptable pour l'Ukraine et a instrumenté le refus de paiement ukrainien pour pousser l'Europe à accepter l'idée d'un gazoduc sous-marin reliant directement la Russie à l'Allemagne. Il s'agit du gazoduc Nord Stream, en service depuis 2012. Il a ensuite été suivi par Nord Stream 2, terminé en 2021, mais qui n'est jamais entré en service. D'accord, et à partir du moment où la Russie avait le gazoduc Nord Stream, elle pouvait envahir l'Ukraine sans souci. Ça me paraît excessif, et d'ailleurs, la Russie n'a pas attendu la fin de la construction de Nord Stream 2 pour annexer la Crimée et soutenir les séparatistes dans le Donbass. Mais c'est clair que Poutine a construit les gazoducs Nord Stream pour des raisons géopolitiques. Ça lui permettait de se débarrasser d'un moyen de pression ukrainien et d'en exercer lui-même davantage pour essayer de ramener l'Ukraine dans sa sphère d'influence. Ok, le gazoduc Nord Stream n'était pas un gentil projet économique entre l'Europe et la Russie. Mais tu disais dans l'introduction que la crise énergétique avait commencé en 2021. Comment la Russie a-t-elle pu déclencher une telle crise plus de 6 mois avant d'envahir l'Ukraine ? Pour te parler de cette crise du gaz, je dois commencer l'histoire en 2020, à l'époque de la guerre contre le coronavirus. Nous sommes en guerre. Au printemps 2020, toute l'Europe était confinée, l'industrie tournait au ralenti et la consommation était au plus bas. Le prix des énergies fossiles a chuté par le jeu de l'offre et de la demande. On a donc acheté moins de gaz, et pour moins cher, à la Russie. En 2021, il restait les couvre-feux, mais il n'y avait plus de confinement, et l'économie européenne a redémarré rapidement. Nos importations de gaz russe auraient dû repartir à la hausse, à des niveaux équivalents à 2019. Mais elles sont restées au niveau de 2020. La Russie nous envoyait le moins de gaz possible pour provoquer une pénurie. Il faut savoir que la Russie possédait des réservoirs de gaz en Europe, et elle a puisé dans ses stocks en plein été pour honorer ses livraisons sans avoir à envoyer de gaz depuis chez elle. Pourquoi c'est choquant que la Russie puise dans ses stocks de gaz en plein été ? Si les cours sont anormalement élevés, c'est normal de déstocker du gaz, non ? Non, car on consomme davantage de gaz en hiver avec le chauffage des logements. On doit donc stocker du gaz en été pour s'assurer de passer l'hiver. Bref, la Russie avait légèrement et discrètement fermé le robinet de gaz à destination de l'Europe, et puisqu'un réseau de gazoducs ne se réorganise pas du jour au lendemain, le cours du gaz sur les marchés a explosé. Le gaz servant entre autres à produire de l'électricité, le cours de l'électricité s'est envolé lui aussi. Et puisque le gaz et le charbon sont en quelque sorte en concurrence pour produire de l'électricité, certains pays se sont davantage tournés vers le charbon, au point que 2022 a été le record de consommation mondiale de charbon, et le prix du charbon a augmenté lui aussi. Et le pétrole ? Le gaz et le pétrole sont peu substituables. On ne fait pas d'électricité avec du pétrole, on en fait avec du gaz ou du charbon. Le cours du pétrole a vraiment augmenté lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, car là, les spéculateurs se sont inquiétés. Mais 6 mois plus tard, ils se sont rassurés, le cours du pétrole est redescendu. Ok, donc si je comprends bien, la Russie a refermé un peu le robinet, et les prix du gaz et de l'électricité ont explosé. Mais l'Europe n'a pas réagi ? Dans les accords de livraison entre la Russie et l'Europe, il y a une partie du gaz que l'on achète via des contrats à long terme à prix fixe, et une partie que l'on achète au prix du marché fixé par les lois de l'offre et de la demande. La Russie a honoré tous ses contrats à long terme. Elle a juste cessé de proposer à côté du gaz au prix du marché. En même temps, l'Europe ne s'est jamais battue pour avoir davantage de contrats à long terme, plutôt tout le contraire. Pourquoi à ton avis ? Alors tu me prends un peu au dépourvu, mais j'imagine que l'Europe espérait que les lois de l'offre et de la demande lui apporteraient un prix plus bas que les contrats à terme, et puis ça devait bien correspondre quand même avec sa doctrine libérale. C'est ça. Et puis l'Europe voulait quand même limiter sa dépendance au gaz russe. Diplomatiquement, on disait qu'on ne voulait pas s'engager trop loin sur le long terme, au cas où on atteindrait en avance nos objectifs de transition énergétique. Bon d'accord, donc la Russie a fermé le robinet en respectant ses engagements contractuels. Mais ça aurait quand même dû alerter l'Europe, non ? Pour expliquer ce comportement russe, il y avait au moins 2 interprétations possibles. D'une part, sur le plan économique, la Russie avait tout intérêt à faire monter les prix du gaz via ses baisses d'exportation, pour ensuite pouvoir exporter à un prix plus élevé. Grâce à cette opération, ils ont quand même gagné de l'ordre de la dizaine de milliards de dollars supplémentaires par mois. D'autre part, sur le plan géopolitique,
Les Américains faisaient tout leur possible pour empêcher l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2. C'est un reste de la guerre froide, les Américains veulent garder l'Europe sous leur influence et empêcher les relations commerciales entre l'Europe et la Russie. Ils maintenaient des sanctions fortes contre la Russie depuis l'annexion de la Crimée. La crise du gaz pouvait permettre à la Russie de mettre la pression sur l'Europe pour qu'elle résiste aux Américains et ouvre Nord Stream 2 au plus vite pour reconstituer ses stocks de gaz. Et c'était tendu l'ambiance déjà. Je peux mettre un petit mème ? Qui aurait pu prédire? Oui, c'est toujours plus facile d'analyser après coup. D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin dans la géopolitique du conflit. Ce qu'on peut tout de même dire, c'est que l'économie russe ne s'en est pas si mal sortie, contrairement aux prévisions de la Banque européenne, du Fonds monétaire international et de la banque russe elle-même. La raison principale, c'est que le prix de l'énergie s'est envolé en 2022, et puisque la Russie est le premier pays exportateur d'énergie fossile au monde, cela lui a apporté des liquidités supplémentaires pour financer sa guerre. Cela devrait changer en 2023, avec les prix de l'énergie qui sont retombés. Du côté du gaz, le gazoduc Nord Stream a été saboté en septembre 2022, on ne sait toujours pas par qui. L'Europe achète toujours du gaz à la Russie, et une partie de ce gaz transite toujours par l'Ukraine. Mais nos consommations de gaz russe ont nettement diminué, l'Europe consomme moins de gaz, et elle en achète davantage aux Américains qui nous le fournissent par navire méthanier sous forme de gaz naturel liquéfié. Du côté du pétrole, l'Europe n'en achète quasiment plus à la Russie, mais la Russie a toujours des clients, il y a juste un décalage sur les prix. En gros, certains acceptent d'acheter du pétrole russe, à condition qu'il soit 15% moins cher. L'Inde et la Turquie ont fortement profité de la situation. Voilà pour la géopolitique, maintenant on va s'intéresser plus spécialement à la crise de l'électricité et aux conséquences sur l'économie européenne. Alors justement, puisque tu parles de la crise de l'électricité, tu es sûr qu'elle provient de la crise du gaz russe ? Parce que moi ce que je vois, c'est qu'en 2022, la France a été importatrice nette d'électricité pour la première fois depuis 40 ans. Et ça, c'est pas de la faute à Poutine. C'est vrai qu'en parallèle de cette crise énergétique mondiale, le parc électrique français a produit beaucoup moins d'électricité que d'habitude. En 2021, il a fait très sec, et la production hydraulique a atteint son plus bas niveau depuis 1976. Mais il y a surtout eu un phénomène de corrosion sous contrainte sur nos 12 réacteurs nucléaires les plus récents. En France, la sûreté nucléaire passe avant tout, et quand on a le moindre doute, on arrête le réacteur. Et on a donc arrêté ces 12 réacteurs pour étudier et corriger le problème. Ce problème générique est le premier de l'histoire du nucléaire français. Il est arrivé au plus mauvais moment. Mais il est maintenant terminé, et ces 12 réacteurs ont été réparés. Les 44 autres réacteurs nucléaires, qui sont pourtant plus anciens, n'ont pas été impactés par le problème. Ils subissaient cependant un lourd programme de maintenance qui était encore affecté par les reports suite à la crise sanitaire. La conséquence de cette production électrique historiquement basse, c'est que la France a dû importer de l'électricité au lieu d'en exporter. Et cela représente une différence de 10 milliards d'euros. Ce n'est finalement pas si énorme quand on compare aux énergies fossiles, dont la facture a augmenté de 60 milliards d'euros. Ok, donc ton graphique, c'est les milliards d'euros qui sortent de France pour importer de l'énergie année après année. Mais c'est vraiment violent 2022 en fait. Et ça donne quoi ailleurs en Europe ? Oui, c'est violent et il faut savoir qu'en fait, c'est surtout l'État qui a payé via les boucliers tarifaires. Une étude s'est intéressée aux aides de l'État pour faire face à la crise dans les différents pays d'Europe, et l'étude porte sur la période septembre 2021 jusqu'à janvier 2023, donc toute la période de la crise, pas juste l'année 2022. On voit que l'État a dépensé 92 milliards d'euros, soit 3,7% de son PIB, pour aider les ménages et les entreprises à faire face à la crise, avec une ristourne à la pompe, par exemple. Ah ouais, quand on rapporte à la taille de l'économie, la France est globalement dans la moyenne européenne avec 3,7% de son PIB. Et par contre, l'Allemagne et l'Italie, ils ont pris cher. Faut croire que la France est moins exposée que d'autres à une crise du gaz, grâce à notre nucléaire local, mais aussi parce qu'on a un pays moins industriel. A l'inverse, la transition énergétique allemande n'a pas été très efficace du point de vue de son indépendance énergétique. L'Allemagne a diminué sur le charbon et le nucléaire qu'elle produisait sur son territoire, mais elle n'a pas fait baisser sa consommation de gaz naturel qui provenait fortement de Russie. On voit aussi que l'Espagne, qui consomme moins de gaz que la France, a moins eu à dépenser pour faire face à la crise. Ok, donc en bref, ce que tu dis, c'est que plus un pays est dépendant vis-à-vis des hydrocarbures étrangers, et plus il a dû payer cher pendant la crise énergétique. Et à l'inverse, plus on investit dans la transition énergétique pour faire baisser nos importations d'hydrocarbures, et moins ça nous coûtera cher dans le futur.
Ça paraît intuitif, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Alors est-ce qu'au moins cette petite crise a permis à nos responsables politiques de le comprendre? Est-ce qu'après les euros dépensés pour faire face à la crise, ils vont dépenser autant pour nous protéger contre les crises à venir? Eh ben, c'est la question que l'Agence internationale de l'énergie s'est posée dans son rapport sur l'année 2022. La crise est-elle un catalyseur ou un frein pour la transition énergétique? Et sa réponse est plutôt positive. À l'échelle du monde, les investissements dans les énergies bas carbone vont augmenter pour atteindre 2000 milliards de dollars par an. Pour rappel, 2000 milliards de dollars, c'est autant que les super profits qu'ont fait les producteurs d'hydrocarbures en 2022. À l'échelle de la France, on voit en tout cas que c'est au début de cette crise énergétique qu'Emmanuel Macron a bifurqué sur la question du nucléaire et annoncé la construction de nouveaux réacteurs. Mais ça, c'est le sujet de ma vidéo précédente. À l'échelle de l'Europe, on peut noter aussi le regain d'intérêt pour le nucléaire, les renouvelables et les pompes à chaleur. Et même dans notre quotidien, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de subventions qu'aujourd'hui pour la rénovation des logements et le passage aux véhicules électriques. Et c'est indispensable que cette transition se fasse, parce que les consommations d'énergie fossile vont forcément se mettre à baisser dans les prochaines années. Et si elles ne baissent pas par la transition énergétique, alors elles baisseront par la pénurie et les hausses de prix. Et ça, c'est beaucoup moins agréable. Et bah ça ressemble à une fin de vidéo. La dernière fois, tu concluais avec un message à l'attention des groupes politiques de gauche. Là, tu as un message politique à faire passer? Et ben là, ce serait à l'attention des groupes politiques qui nient le changement climatique, l'importance de ses effets, notre responsabilité ou l'urgence à agir. Si vous vous fichez du climat, eh ben vous voyez à travers cette vidéo qu'il faut tout de même réduire nos dépendances aux énergies fossiles. On n'en produit pas chez nous, on importe tout, c'est mauvais pour notre balance commerciale, c'est mauvais pour notre souveraineté, et c'est dangereux pour notre économie. Et ça c'est concret, c'est tout de suite. Ouais, c'est très bien, mais je crois pas que ce soit ton public, ça. Si vous êtes déjà sensible au changement climatique, si vous faites des arguments tout prêts pour justifier la transition énergétique face à ceux qui se moquent du climat. Et si vous avez envie d'agir mais que vous avez la flemme d'argumenter, sachez que ces vidéos sont très mal référencées par YouTube et que leur visibilité est quasi nulle. La raison c'est que ça prend 6 mois de faire une vidéo comme celle-ci, de croiser les sources et de s'assurer de pouvoir prouver chaque phrase. Et ça, 2 vidéos par an, l'algorithme de YouTube, il aime pas. Si vous aimez ce travail, je vous invite à le partager, à liker la vidéo et à vous abonner. YouTube ne donnera pas de visibilité à ces vidéos tout seul. La visibilité de cette chaîne est entre vos mains.